Après un pourquoi il faut voir Nosferatu, une analyse plus poussée du même film et un top 5 de films de vampires que vous ne connaissez peut-être pas, vous l'aurez peut-être compris, mais j'aime un tantinet soit peu cette figure qui terrifie le cinéma depuis ses origines. Et comme Robert Eggers, réalisateur de The Witch, The Lighthouse et du malheureusement plus décevant The Northman, sort ce 25 décembre une nouvelle adaptation de Nosferatu, croyant probablement que ça fera un excellent film de Noël, eh bien il est temps de revenir encore une fois sur cette figure emblématique. Parce que oui, plus de 100 ans après sa sortie, Nosferatu fait toujours parler de lui, et le fait que Eggers décide de faire une adaptation montre à quel point le film original est intemporel et adaptable. Eggers est connu pour son approche ancrée dans l'authenticité historique et la profondeur psychologique, ce qui peut redonner une nouvelle vie au thème du film en y intégrant des préoccupations modernes, à moins qu'il ne fasse ça que pour l'argent. Mais ça m'étonnerait quand même, hein. Et effectivement, ce serait étonnant de la part de ce réalisateur, puisque Nosferatu semble coller parfaitement à son style. Il suffit pour s'en convaincre de voir ou de revoir The Lighthouse, où il a adopté un format en noir et blanc, un format d'image carré et des objectifs d'époque pour donner un film une apparence ancienne et claustrophobique, plongeant ainsi les spectateurs dans l'isolement et la folie des personnages. Eggers crée donc une ambiance visuelle inquiétante et oppressante, avec des ombres intenses, des angles de caméra dramatiques et un jeu sur la lumière naturelle qui est un hommage total à l'expressionnisme allemand. Et c'est là qu'on arrive sur le premier point qui explique pourquoi Nosferatu est intemporel, parce que à ce jour, l'expressionnisme allemand est un style particulièrement influent dans le cinéma d'horreur et qui a inspiré de nombreux réalisateurs à travers les décennies jusqu'à aujourd'hui. Et l'expressionnisme allemand, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement artistique qui est né dans un contexte d'après-guerre en Allemagne et trouve ses racines dans une société marquée par les traumatismes de la Première Guerre mondiale et les crises économiques, permettant ainsi aux artistes et cinéastes de cette époque d'utiliser le cinéma pour exprimer les angoisses et les tourments intérieurs, reflétant ainsi le malaise social de l'époque. L'expressionnisme allemand se concentre donc sur des thèmes sombres comme la folie, la peur, la mort et le pouvoir de l'inconscient. Les personnages sont souvent torturés par des forces internes ou par des entités extérieures qui symbolisent des angoisses universelles. Mais ce qui marque le plus le spectateur, c'est généralement les caractéristiques visuelles associées à l'expressionnisme allemand. En effet, les films expressionnistes se distinguent par leur décor angulaire, distordu, souvent peint à la main, qui crée un sentiment de désorientation. Ces éléments donnent au film une atmosphère presque cauchemardesque, comme dans le cabinet du docteur Caligari en 1920, avec ses décors exagérément stylisés qui suscitent la folie du protagoniste. En plus de ça, les personnages dans ces films sont souvent représentés de manière théâtrale et exagérée, avec des costumes, maquillages et gestes qui amplifient leur état émotionnel. Les figures grotesques et déformées sont fréquentes, symbolisant la lutte interne et les tourments psychologiques. Et finalement, l'utilisation de forts contrastes de lumière et d'ombre est essentielle dans l'expressionnisme allemand. Cela crée un effet dramatique qui accentue la tension et le mystère, contribuant au sentiment de menace oppressante. Les films marquants de cette époque sont donc Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, sorti en 1920, qui raconte l'histoire d'un homme contrôlé par un hypnotiseur criminel et est considéré comme le premier grand film expressionniste allemand. Metropolis de Fritz Lang, sorti en 1927, qui est une œuvre de science-fiction expressionniste, qui se déroule dans une société dystopique, explore les thèmes de la lutte des classes, de l'aliénation et de la déshumanisation industrielle à travers des décors futuristes monumentaux et des effets spéciaux novateurs. Faust de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1926, est une adaptation visuellement saisissante de la légende de Faust, l'homme qui vend son âme au diable, et du même réalisateur, Nosferatu, qui est sorti en 1922. L'expressionnisme allemand a marqué le cinéma en introduisant un nouveau style visuel, une psychologie des personnages profonde qui en font des œuvres perturbantes. Aujourd'hui, son influence se retrouve dans des films qui traitent de la distorsion de la réalité, de l'exploration de l'inconscient et des relations complexes entre l'humain et ses démons intérieurs, avec des genres aussi variés que l'horreur comme Eraserhead de David Lynch ou encore Heredity d'Ari Aster, qui utilise des atmosphères sombres et des éléments de distorsion visuelle similaires à ceux des classiques expressionnistes, et ce pour induire une sensation de peur et de malaise. Le film noir, comme Seven de David Fincher,
qui a un style visuel très sombre, l'usage de lumière tamisée et une ambiance désespérée qui rappelle l'héritage expressionniste dans la manière dont les films traitent des personnages dans des situations extrêmes et moralement complexes. La science-fiction, avec des films comme Blade Runner de Ridley Scott, Dark City d'Alex Proyas et Brazil de Terry Gilliam, qui font écho au thème expressionniste de l'aliénation et de la lutte intérieure. Et même le cinéma d'animation, avec notamment les travaux de Tim Burton, avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres ou Frankenweenie, qui puisent largement dans l'esthétique de l'expressionnisme et l'usage de formes déformées, de perspectives exagérées, d'ombres lourdes et de personnages défigurés, et l'exploration de thèmes sombres comme la mort, la solitude et l'étrangeté de l'existence, qui étaient au cœur des préoccupations expressionnistes. Bref, de nombreux films contemporains continuent de tirer parti de l'esthétique expressionniste, de ses thèmes d'isolement et de terreur, et de son langage visuel unique pour raconter des histoires de manière encore plus saisissante. Nosferatu étant un des chefs-d'œuvre de l'expressionnisme allemand, il est indéniable de dire qu'il a eu une influence profonde et durable sur le cinéma moderne. Mais plus que ce style très impactant, ce qui permet à mon sens à Nosferatu de traverser les âges, ce sont les thèmes qu'il aborde. Des thèmes qui vont au-delà de la simple histoire de vampires et touchent des questions existentielles, sociales et psychologiques profondes. Dans Nosferatu, la figure du vampire n'est pas simplement un être surnaturel, mais surtout le symbole de la mort. Le comte Orlok incarne la fatalité, l'inévitabilité de la fin, en particulier à travers la maladie qui le suit partout. La peste et la mort qui suivent son passage sont des métaphores de la mortalité humaine et de la fragilité de la vie. La notion de mort inéluctable résonne profondément dans notre époque moderne où la Covid-19 a fait pas mal de morts, créé pas mal de traumas et a aussi créé une atmosphère particulière où la mort nous a semblé proche, inévitable, incontrôlable et omniprésente. Mais le comte Orlok ne symbolise pas que la mort, il est aussi la peur de l'invasion par l'autre. Un sentiment qui était particulièrement fort en Allemagne après la Première Guerre mondiale, à une époque où le pays subissait des bouleversements sociaux et politiques. Le personnage du comte Orlok incarne donc cette menace étrangère, celle d'un être menaçant de l'extérieur, qui perturbe l'ordre établi. La peur de l'invasion par l'étranger reste un thème central dans le discours politique moderne, notamment dans les contextes de crise migratoire, de mondialisation ou d'isolement nationaliste. Il suffit pour s'en convaincre de voir malheureusement la réélection de Trump aux États-Unis ou les scores du RN en France pour se rendre compte que ce sujet est malheureusement toujours d'actualité. Et les films d'horreur modernes comme Get Out de Jordan Peele traitent également de l'idée de l'intrusion de l'autre et de ses implications sociales et raciales. Le vampire, tel qu'il est représenté dans Nosferatu, symbolise non seulement la peur de l'étranger, mais aussi la peur irrationnelle du changement social et des différences culturelles. Et finalement, et j'espère que ce sera la direction que Robert Eggers prendra dans son film, Nosferatu peut être interprété sous un angle féministe. Et oui, ce n'est pas forcément la lecture la plus évidente et immédiate du film. Je suis moi-même passé complètement à côté dans mon analyse, parce que faut dire que le personnage féminin de Hélène, qui est d'ailleurs le seul personnage féminin du film, ne semblait jouer que le rôle de la victime sacrificielle. En effet, dans le film, Hélène se retrouve en position de victime face au comte Orlok, qui représente la menace surnaturelle et l'intrusion du mal. Elle doit se sacrifier pour sauver son mari, Uther, et toute la ville. À première vue, ce sacrifice pourrait être perçu comme une réitération du thème de la femme victime dans le cinéma d'horreur classique, un archétype où la femme subit pour que l'homme puisse être sauvé. Cependant, son sacrifice, bien que tragique, montre qu'elle a le pouvoir de choisir son destin et d'influencer le cours des événements. Ce n'est pas simplement une victime passive, elle prend une décision active qui, bien que douloureuse, finit par vaincre le mal. Dans cette optique, son sacrifice peut être vu comme un acte de résistance et de contrôle, une prise de pouvoir qui, bien que tragique, la place en position de détermination face à la menace masculine incarnée par le vampire. Une autre façon de voir le film sous un angle féministe est de l'examiner dans le cadre de la relation de pouvoir entre les hommes et les femmes. Uther, le mari d'Hélène, est un personnage passif dans l'histoire et son rôle dans la lutte contre Orlok est secondaire à celui de son épouse. Uther semble être incapable de protéger sa femme de manière efficace. Et c'est en grande partie Hélène qui prend l'initiative de mettre fin à la menace. Dans ce contexte, on peut voir ici une inversion subtile des rôles traditionnels de genre où la femme n'a pas besoin de la dépendance d'un homme pour être protégée. Orlok, quant à lui, en tant que figure de domination masculine, cherche à conquérir et à contrôler le corps et l'âme de la femme. Cependant, la capacité d'Hélène à se sacrifier volontairement pour vaincre cette menace fait écho à une forme de libération. Plutôt que d'être réduite à une victime impuissante,
Hélène, à travers son acte de sacrifice, devient l'agent qui neutralise la domination masculine représentée par Orlok et protège toute l'humanité de cette figure oppressante. Donc voilà, dans un contexte où la menace masculine plane sur le monde, je pense qu'il serait de bon ton que Robert Eggers mette énormément en avant le personnage d'Hélène et parvienne ainsi clairement à nous la représenter comme une figure de résistance féminine. Dans le cas contraire, sachez que je serais un peu déçu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si Nosferatu a traversé les décennies et continue de nous fasciner, c'est bien parce qu'il ne parle pas seulement de vampires, mais aussi de nos peurs les plus profondes, de l'inconnu, de la mort et de l'invasion de l'autre. Des thèmes intemporels qui résonnent encore dans notre société actuelle, marquée par l'incertitude, les crises et les questions sur notre humanité. Alors, même un siècle après sa sortie, Nosferatu reste non seulement un chef-d'œuvre du cinéma, mais aussi une œuvre d'une pertinence étonnante. Et même si j'étais sceptique au début, je pense que Robert Eggers a une carte à jouer en réadaptant ce film, en espérant qu'il n'en fasse pas un simple film hommage, mais qu'il réussisse plutôt à l'actualiser en y rajoutant les peurs profondes qui traversent nos sociétés, et surtout, comme je l'ai dit, en y mettant en avant la figure féminine et qu'elle ne soit pas qu'une simple figure sacrificielle. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez du film de Robert Eggers de votre côté? Quelle est selon vous la portée de Nosferatu aujourd'hui? Il y a de quoi débattre. Et quant à moi, je vous fais des bisous.